Bonjour, ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un acteur, réalisateur, scénariste. Il est bien connu du grand public puisqu'il œuvrait comme Robin des Bois sur Canal+ pendant une dizaine d'années. Et puis il est aussi écrivain, on va parler de ça notamment. Il s'agit de Maurice Barthélémy. Bonjour Marie. Ravi d'être avec nous Ravi sur d'être ici. KTO, dans Lumière intérieure. Ça va Maurice ? Ça va super. J'adore le titre de votre émission. Vous êtes sûr que ça va Maurice ? Ah, ça va. Ah, je vois ce à quoi vous faites allusion. Oui, ça va très très bien. Alors, pourquoi est-ce que vous me dites ça va ? Parce qu'en fait, dans mon roman, le personnage qui rentre dans une salle de cinéma parce qu'il est un peu au bout de sa vie, s'installe dans une salle qui est un peu comme aussi cosy que celle-là. Mais vous ne répondez pas comme justement Léo ? Ah bah non, je réponds pas comme Léo. Non, parce effectivement. qu'en fait, oui. Bon, vous avez tout à fait raison. On va rassurer le téléspectateur. C'est vrai que c'est vous êtes en train de raconter le pitch, donc je vais vous laisser faire. Mais c'est au sein de votre troisième roman qui s'appelle L'Expérience. Donc il y a ce jeune homme, enfin de 45 ans, qui s'appelle Léo et qui va vivre effectivement une expérience au cinéma avec un écran, pas qui lui parle, mais qui lui indique des phrases. Et notamment la première phrase, c'est pour ça que je jouais avec cela, c'est Léo, ça va Léo, Ouais. est-ce que tu es sûr que ça va, est-ce que tu es certain que ça va ? Ce sont les deux premières phrases et ensuite, allez, je vous laisse poursuivre un petit peu. En fait, ce qui lui arrive, il lui arrive un truc un peu étrange, c'est qu'il rentre dans une salle de cinéma parce qu'il est un peu en burn-out, il veut juste faire une pause dans une journée compliquée, et puis il pense qu'il va voir un film, et en fait, sur l'écran s'inscrit cette phrase. Ça va Léo ? Et lui, il est un peu interpellé parce qu'il s'appelle Léo, donc il se dit, bon, c'est une coïncidence, c'est peut-être le début du film, et puis en fait, la phrase s'efface et réapparaît, et de nouveau la même phrase. Est-ce que ça va Léo ? Et là, par jeu, je dirais, il répond oui, un peu automatiquement. Et puis la phrase suivante, c'est est-ce que tu es sûr que ça va ? Et à partir de ce moment-là, va s'instaurer un dialogue entre l'écran et lui, qui va lui poser des questions très simples, extrêmement basiques, mais juste qui vont lui permettre de s'interroger sur lui-même. Et petit à petit, il va faire un chemin où il va il va même comprendre des choses. Voilà, sur le fait qu'il est un peu dans une impasse dans sa vie, et comment est-ce qu'il va se sortir de cette impasse. Et il y a une femme qui est derrière, une spectatrice, qui va l'aider un peu à traduire, qui s'appelle Théa, et qui va l'aider à traduire un petit peu les questions que lui pose l'écran, et va l'aider aussi à sortir un peu de sa pudeur pour accepter le jeu que lui impose l'écran. Ça va toujours Maurice ? Ça va super. Maurice, Léo, est-ce que c'est pas un petit peu le même personnage ? Ah oui, c'est totalement... C'est vous, Léo ? Ouais, c'est moi, oui. Tout ce que j'écris, de toute manière, que ce soit au cinéma, ou je sais pas, sous d'autres formes, en bouquin, c'est toujours un peu moi, oui. C'est-à-dire que je me raconte sous des formes différentes. J'essaye de me raconter de façon un peu discrète dans ce roman, où on ne se dise pas, c'est Maurice, mais oui, il y a beaucoup de moi, à la fois dans les interrogations, mais aussi dans mon histoire personnelle. Dans le vécu. Ouais. On en reparlera. J'ai l'impression d'être chez le psy. Oui, vous Marie. connaissez bien les psys. Oui, c'est une bien. expérience ici aussi. Ah, mais c'est tout à fait une expérience, exactement. Comme votre livre, L'Expérience, à lire chez Plomb. Alors, il y a quand même une grande différence entre Léo et Maurice, vous-même. C'est le métier de Léo. Oui. Comment est-ce que vous êtes allé chercher ça ? Il est cleaner, donc nettoyeur de scènes de crime. C'est ça. Je pensais que c'est un métier qui n'existait pas. Et en fait, c'est un métier qui existe. Il y a quelques entreprises en France qui font ça. Donc ce sont des gens qui sont chargés de nettoyer les scènes de crime. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais voilà, quand il y a un crime, parfois, ça pollue l'environnement. Et il faut le nettoyer absolument en profondeur pour que les lieux puissent être réhabilités. Et ils sont aussi chargés des personnes qui sont victimes du syndrome de Diogène, qui sont des personnes qui accumulent et qui, une fois décédées ou quand elles laissent la maison, est dans un état pas possible. Donc il faut tout nettoyer. Et donc je me disais que c'était bien pour cet homme qui fasse ce métier qui, pour moi, est un des pires métiers au monde,
et en même temps un métier qui côtoie la mort. Et ça m'intéressait que ce personnage ait une proximité avec la mort, parce que quand même, dans ce roman, il y a quelque chose d'un peu métaphysique. Et ça m'intéressait que cet homme qui soit dans le concret de la mort ait autant de mal à aussi à envisager l'ailleurs. Est-ce que vous êtes, comme vous vous reconnaissez dans cet homme, est-ce qu'il y a des points communs aussi, ce côtoiement de la mort? Alors, oui, moi j'ai côtoyé la mort souvent dans ma vie, j'ai perdu des gens très proches. Et pas sous cette forme-là? Pas sous cette forme, pas de façon dramatique. Mais oui, j'ai plus mes parents depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. La mort était quelque chose qui me posait problème, moi, quand j'étais gamin. C'est-à-dire que j'étais un enfant hypersensible et qui avait une conscience de la mort très très tôt. Et donc, ça m'angoissait. C'est-à-dire que je craignais que mes parents meurent, je craignais de mourir, je leur demandais si... je vivais à l'époque près de Compiègne, à 60 km de Paris, et je leur demandais si la bombe atomique tombait sur Paris, est-ce qu'on allait mourir? Donc en fait, la mort était un vrai souci. Et puis... le hasard, si le hasard existe, m'a mis dans les mains un livre sur les personnes qui vivaient des expériences, on revient au terme expérience, en situation proche de la mort, les gens qui revenaient avec des récits après un coma. Et ça m'a complètement éclairé, on revient au terme de la lumière, et ça m'a apaisé énormément. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il se peut que la mort ne soit pas une fin, ça soit un passage, et ça m'a complètement apaisé. Et puis j'ai oublié ce livre qui s'appelle La Source Noire de Patrice Van Hersel, et bien plus tard, il y a peut-être 5 ans, lors d'un déménagement, boum, je tombe sur ce vieux livre de poche, et je me suis dit, tiens, je vais le relire. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, oh, c'est dingue, parce que entre-temps, il y a 40 ans qui sont passés. Eh bien, en fait, j'ai fait l'expérience de cette mort. J'ai jamais vécu d'expérience de mort imminente, mais en tout cas, j'ai entendu des témoignages directs de gens qui l'ont vécu. Et en fait, tout ce qui était écrit dans ce livre, d'une certaine manière, je l'ai vécu par ma propre expérience. Et je me suis dit, ah, ok, donc il fallait que je passe par toutes ces expériences de vie pour, d'une certaine façon, que le livre, je l'ai vécu de façon presque concrète. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu éparpillé, mais... C'est un livre qui vous a rassuré, en fait. Ça m'a énormément rassuré. Sur la mort. Sur la mort. Sur la finitude. Exact. Et puis surtout, peut-être que ça a donné ce livre, d'une certaine manière. Ouais. C'est vrai qu'il interroge aussi là-dessus, en tout cas sur la peur. Oui. Donc la peur de la mort. La peur de la mort. Puis en fait, la peur, c'est la peur de la mort est la première peur d'une certaine manière. Et je dirais que, enfin en tout cas, je vais toujours parler de moi parce que je ne vais pas généraliser, hein, mais moi j'ai l'impression que parce que moi gamin j'avais peur de la mort, j'avais un peu peur de tout. J'étais un enfant hyper angoissé, j'avais des tocs quand j'étais gamin parce qu'il fallait que je me rassure, donc j'avais développé des tocs. Bon bref, et j'ai l'impression que cette peur de la mort détermine toutes les autres peurs. Et qu'à partir du moment où on n'a plus peur de la mort, on peut commencer à s'attaquer aux autres peurs. Et en fait, l'enfant hypersensible et l'être humain hypersensible que je suis devenu par la suite fait que j'avais beaucoup de peur, quoi. Et petit à petit, j'ai fait un travail sur moi pour me débarrasser des peurs et ne plus craindre de prendre des risques. Et en fait, à partir du moment où on prend des risques, c'est là où tout d'un coup on découvre un champ des possibles génial et on se dit ah ben c'est extraordinaire, je vais vivre plein d'expériences étonnantes. Quand on m'a demandé par exemple de venir chez vous, pour moi, c'était un peu une expérience. Je me suis dit, waouh, c'est à l'autre bout de chez moi. Je ne connais pas cette chaîne. J'ai peut-être des a priori. Et puis, en fait, je me suis dit, non, vas-y, va découvrir. Et puis, je découvre plein de gens hyper chouettes, très jeunes, une équipe très jeune ici. Et je me dis, oh, c'est chouette. Et puis, voilà. Et en fait, vraiment, se débarrasser des peurs, c'est aller au-devant de surprises qui vont vous transformer petit à petit et qui vont vous faire vivre des expériences assez chouettes à chaque fois. Aujourd'hui, vous avez de moins en moins peur? Oui, j'ai le sentiment d'avoir de moins en moins de peur. Ouais. J'ai 54 ans et je me dis, wow, en fait, j'en ai beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Ouais.
plus apaisé? Beaucoup plus apaisé parce que je me sens plus à ma place et puis plus centré. C'est-à-dire que quand j'avais 30 ans, quand j'avais 20 ans, j'avais des envies un peu de réussite, de reconnaissance. Bon, ben, je dirais que ça, je les ai vécus à une époque de ma vie. Aujourd'hui, c'est plus ce qui m'intéresse, même si j'ai toujours envie que mon travail soit vu, donc d'une certaine manière être reconnu. Mais en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, pour moi, c'est d'être en accord avec moi-même, de pouvoir écrire des choses qui me correspondent. Et si ça a un écho au travers de lecteurs, de lectrices, de téléspectateurs, de téléspectatrices, je suis ravi. Mais en fait, moi, mon seul but aujourd'hui, c'est d'être le plus connecté à moi et essayer d'être le plus sincère. Je dis bien essayer parce que c'est pas facile. On n'est pas toujours. Non. L'authenticité. Ben non, parce qu'il y a plein de choses qui vous parasitent quand même pour être authentique. Et c'est pas toujours simple. Souvent, on est déjà, par exemple en promotion, on est pris par le temps, donc on se retrouve à faire de la promo un peu superficielle, et on n'a pas vraiment le temps, comme là actuellement, de dire, bah voilà, moi, ce qui compte, c'est d'être, de rechercher une forme d'authenticité, etc. On n'a pas le temps. Et parfois, il faut être aussi un peu vendeur. Donc, il faut dire, ah, écoutez, mon bouquin, voilà, et puis utiliser certains mots qui vont être un peu, je dirais... On ne va pas dévoiler le secret du livre, mais c'est un peu en lien avec ce que vous dites. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, voilà, moi, j'ai conscience qu'il faut vendre un livre et essayer de faire en sorte que les gens se disent, ah tiens, j'ai envie de le lire, mais j'essaye au maximum au travers de cette promo d'être plus dans la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre, pourquoi ça m'a plu de me lancer dans ce premier roman, et plutôt que de dire, ah voilà, je vais vous teaser et utiliser des mots un peu marketing. Donc ce livre est tombé à point nommé. Il fallait le faire là, à plus de 50 ans, comme vous le disiez. D'où vous est venue l'idée de l'écran? Ouais. C'est très original. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais une idée de scénario comme ça, d'un homme qui rentre dans une salle de cinéma, et plutôt que de voir un film, l'écran va s'adresser à lui. Et puis, quand Lise Boel, qui dirige les éditions Plomb, est venue me voir en me disant « Maurice, j'aimerais bien que tu écrives un roman », j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire comme roman, et j'ai vraiment retardé au maximum ce moment où j'allais lui dire « Ok, on y va ». Et puis, elle m'a convoqué à un dîner. Et elle m'a dit bon bah cette fois maintenant il faut que tu me donnes une idée et que je valide. Et je lui ai sorti cette idée de scénario. Elle m'a dit bah, c'est super, vas-y. Et donc je me suis lancé dans l'écriture de ce script. Enfin, je dis script alors que c'est un roman. Et c'est le réflexe. Et puis voilà, je me suis un peu astreint à écrire tous les matins pendant 2-3 heures. Et puis il est sorti, j'avais prévenu mon éditrice que ça serait court, c'est un roman de 120, 130 pages, mais parce que c'est 2 heures dans la vie d'un homme et que je voulais que ce livre représente aussi une séance de cinéma. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est comme c'est le temps d'une séance de cinéma. C'est ça. Mais ça pourrait être difficilement projeté au cinéma. Parce que le huis clos est... Alors le huis clos n'est pas simple au cinéma. N'est pas simple. Mais peut-être au théâtre. Personnages, oui. Voilà. C'est ce que je me disais, c'est peut-être plus... ce serait peut-être une pièce de théâtre. Au théâtre, ouais. Avec plaisir. Moi, ça me ferait plaisir parce que j'aime bien l'idée de changer de support. Donc, ouais, et puis en jouant avec des écrans... Oui, ça pourrait jouer dans une salle de cinéma d'ailleurs aussi. Écran, miroir... Oui. C'est un truc qui me plairait bien. Puis moi, j'adore le huis clos, moi. J'ai toujours aimé les univers clos parce que je trouve qu'il y a de la contrainte quand on se retrouve dans... Alors, c'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelait Papa, qui était dans une voiture. J'ai fait un film qui s'appelle Low Cost, qui est dans un avion. J'aime bien la contrainte du huis clos, ouais. Ben, nous y sommes encore dans un huis clos. Oui, exactement. Et on poursuit l'expérience, pas celle-ci, mais un petit peu quand même, celle de KTO, de Lumière Intérieure. Je vais m'éclipser. Donc là, vous allez être également devant un écran, comme Léo. Super.
et je vais vous proposer des mots. Ah, là, c'est génial. moi qui suis derrière. J'adore l'idée. Donc, on poursuit l'expérience quand même un petit peu. À tout de suite, Maurice. Maurice, je me répète, ça va toujours. Ça va toujours, très bien. Alors, je vous propose mon premier mot. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est le mot papa. Ah. Papa, comme votre film, Ouais. Papa. Vous étiez scénariste-réalisateur avec Alain Chabat, 2005. C'est ça. Papa, c'est effectivement, c'est mon deuxième film. Et je ne suis pas encore père quand j'écris le film. Donc c'est un peu une projection de ma vision du père que j'aimerais devenir. Et puis en même temps, pendant le tournage, je deviens père et à la sortie du film, ma fille est née. Donc c'est vraiment un film important pour moi où je raconte à la fois le père que j'aimerais être et aussi le père que j'ai eu d'une certaine manière. Et ce qui était assez drôle, c'est que quand mon père a vu le film, il avait un problème d'audition, mais il était installé. Il y avait une grande avant-première comme ça au Gaumont, Champs-Élysées, et il est venu me voir à la fin. Il m'a dit j'ai pas tout entendu. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que c'est quand même un film qui s'appelle Papa qui s'adressait en partie à lui. Et là, c'était vraiment mon père, quoi. C'est-à-dire la pudeur. Et il a eu du mal à voir le film et la première chose qu'il a pu dire c'est j'ai pas tout entendu. Donc papa, oui, voilà. La pudeur et un peu de déni. Et du déni totalement, oui, oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait du mal à affronter, je dirais, une certaine forme de vérité parce que c'était quelqu'un d'extrêmement pudique. Et donc, oui, c'était un déni total, oui, c'est vrai. Et vous, quel papa êtes-vous? C'est vrai que vous parliez de votre fille, qui s'appelle Tess. C'est ça. Et que vous n'avez pas vue pendant de nombreuses années, un peu comme Léo. Alors, je l'ai vue, parce que ma fille est partie il y a 12-13 ans, elle est partie aux États-Unis. Donc, j'ai été la voir 3 fois par an, et puis on se voyait aussi énormément en visio. Moi, je suis un papa très père. C'est-à-dire que malgré la distance, j'ai gardé le lien, la proximité et surtout aujourd'hui, je suis un père, maintenant qu'elle est rentrée en France, je suis un père à la fois vigilant et en même temps je lui donne un vrai espace de liberté. Elle a 18 ans, donc ça y est, c'est une jeune femme. Donc je dirais qu'il y a à la fois la bienveillance, mais en même temps il y a un regard évidemment très présent. Et elle veut devenir comédienne, elle est déjà comédienne, ça m'inquiète forcément. Mais en même temps, je me dis que si c'est son choix, je le respecte. Et elle a surtout tout pour être une grande actrice. Comme ses deux parents. Comme ses deux parents. Donc je suis à la fois... Notamment sa maman, on peut le dire. Sa maman, qui est Judith Godrèche, et donc qui est aussi actrice et réalisatrice. Donc je suis à la fois fier de ma fille et en même temps un peu inquiet, quoi. Normal, un papa, quoi. Un papa. Vous avez évoqué votre propre papa, qui lui était très atypique, comme votre mère. Ouais. Deux parents très atypiques. Gérard Barthélemy, qui était ancien diplomate, reconverti en artisan menuisier, c'est ça Ouais. Vous êtes né à La Paz d'ailleurs, Ouais. en Bolivie, et votre maman, Mimi Barthélemy, C'est ça. professeure d'espagnol, puis ensuite conteuse. Oui, conteuse Haïtienne, haïtienne, avec une vie très, très bousculée dès le départ. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'avais des parents qui étaient assez atypiques. Un père lorrain, issu d'une famille fermière très croyante, qui lui était un peu en rupture avec sa famille, qui monte à Paris, qui rentre à Sciences Po. Et puis après qui part faire la guerre d'Algérie, et puis quand il revient, il devient diplomate, attaché culturel, et il rencontre ma mère à Sciences Po qui était élève,
Et ils se marient et ils partent à ce moment-là dans plein de pays différents, en Bolivie, où je suis né, en Colombie, au Sri Lanka, au Maroc. Et puis après le Maroc, mon père décide de devenir menuisier. Il arrête la diplomatie. Il fait une formation professionnelle dans l'Aisne, à Laon, et il s'installe en Picardie comme menuisier. Ma mère, à ce moment-là, qui était femme de diplomate, devient prof d'espagnol, très vite s'ennuie et décide après de devenir conteuse des contes de son pays, d'Haïti, puisque ma mère était haïtienne, et jusqu'à la fin de sa vie, elle a raconté des contes. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour, parce que j'ai vu que votre chaîne était diffusée en Haïti à Télé Soleil, et Madame Biou en particulier, que je salue, qui regarde KTO en Haïti. Et donc, voilà, j'avais des parents qui étaient des vrais 68ards, et qui m'ont laissé une grande liberté quand j'étais gamin. Et ça a été aussi peut-être ça qui m'a mis aussi un peu en danger, c'est-à-dire que trop de liberté peut un tout petit peu déstabiliser un enfant. On en reparlera. À propos de Haïti, c'est pas pour rien que votre deuxième nom c'est Domingue. Exactement. Ma mère voulait que je porte le nom de son île. Elle ne pouvait pas m'appeler Haïti, alors elle m'a appelé Domingue parce que c'est l'île de Haïti, de la République dominicaine aujourd'hui. Voilà, il y a à la fois la partie Saint-Domingue et il y a Haïti. Donc aujourd'hui, j'ai juste gardé le Maurice parce que c'était un peu long, Maurice Domingue comme prénom. Mais j'ai gardé la nationalité haïtienne, en revanche. Je voulais absolument rester haïtien. Quand ma mère est décédée, voilà, c'était important pour moi de garder un lien avec ce pays pour que je puisse le transmettre à ma fille si un jour ma fille me le demandait. Donc je suis très fier de ma nationalité haïtienne. Et voilà, c'est ce lien que j'ai avec Haïti. Ouais. Car un père, c'est aussi la transmission. Oui, un père, c'est la transmission du rôle de père, et puis en même temps, voilà, du vécu du père. Et mon père était quelqu'un qui transmettait assez mal. Parce que c'était un intellectuel qui parlait beaucoup de sa vision des choses, mais c'était pas quelqu'un qui était très à l'écoute et qui était pas vraiment dans la transmission avec son fils. Pourquoi ? À cause de cette pudeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc lui et moi, on avait du mal à communiquer. Et donc il avait du mal à me transmettre certaines choses, mais j'ai quand même gardé plein de choses de mon père. On passe au deuxième mot. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de votre père qui vous laissait peut-être trop de liberté et qui vous rendait peut-être ce qui vous rendait aussi angoissé et donc hypersensible. Hypersensible, deuxième mot, sur lequel vous avez écrit votre livre, Fort comme un hypersensible. C'est ça. C'est-à-dire j'ai découvert cette hypersensibilité vers 45 ans, il y a une dizaine d'années. Au départ, moi, je pensais que l'hypersensibilité, c'était une forme de hyper-émotivité et que, en fait, les hypersensibles, c'était des gens qui pleuraient facilement, qui étaient très vite angoissés, enfin, qui étaient une forme de fragilité. Et puis, quand j'ai lu certains livres, comme le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, ou de Hélène Aron, Les hypersensibles, j'ai découvert que l'hypersensibilité, c'était pas que ça. Alors effectivement, il y a une part d'émotivité, mais il y a surtout, en tout cas chez moi, une part d'hyper-information. Et que l'hypersensibilité chez moi, c'est de l'hyper-information. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de capter au quotidien trop d'informations. Donc le bon côté, c'est que je suis quelqu'un de très réactif, intéressé partout, qui a une forte intuition, qui est capable de ressentir les lieux, les gens, les situations. Et donc d'avoir un esprit comme ça rapide qui me permet d'analyser rapidement les choses, de les ressentir. Le mauvais côté, c'est que j'ai trop d'informations, donc parfois je suis dérangé par certains lieux,
Là, par exemple, j'entends un petit zzzz. Bon, bah, ça ne me gêne pas, mais je l'entends. C'est normal, parce que quand on est dans un studio de télévision, bah, il y a les projecteurs, les filaments qui font des petits bruits. Bon, vous voyez, je les entends. J'entends parfois la clim. Voilà. Donc, j'entends tout, je sens tout. Je suis gêné par des lumières trop fortes. Et ce qui fait que je peux être très vite fatigué, voire même saturé, et avoir un mal fou à raisonner, à choisir parfois, parce que trop d'informations. Donc voilà, j'ai écrit ce livre sur l'hypersensibilité en mettant en avant les atouts de l'hypersensibilité plutôt que de parler je dirais des petits défauts que peuvent ressentir, enfin en tout cas avoir les hypersensibles. Donc oui, c'est un sujet important pour moi. Et ça m'a fait très plaisir que le livre que j'ai écrit avec Charlotte Beals, qui est une thérapeute, et Bessora, qui était celle qui a mis un peu en forme le livre. Ce livre a eu un bel écho. Parce que quand on est hypersensible, on adore pouvoir aider les autres. Et j'ai l'impression que ce livre a pu aider certaines personnes. Ouais. Vous avez découvert, vous le disiez, votre hypersensibilité assez tardivement, au-delà de quarantaine d'années. Est-ce que vous pensez que c'est de l'inné ou de l'acquis? Puisque, comme on en parlait, vous aviez des parents assez insécurisants pour un enfant. C'est un grand débat, ça. D'où vient l'hypersensibilité? Est-ce qu'on devient hypersensible ou est-ce qu'on l'est? Moi, je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que mes parents étaient des hypersensibles. Ça, je l'ai découvert avec des formes d'hypersensibilité très différentes. Un père très mutique au quotidien, très pudique, c'est une forme d'hypersensibilité. Et une mère très volubile, très expansive, et c'est aussi une autre forme d'hypersensibilité. Donc, je dirais que ça, il y a eu une transmission. Et puis aussi, je dirais qu'on devient hypersensible par résilience d'une certaine manière. Moi, je pense que mon hypersensibilité s'est accrue parce que me retrouvant dans une situation où on m'a fragilisé en me responsabilisant trop tôt, ça a développé chez moi une hypersensibilité encore plus forte. Et donc, les deux, en fait. Parce que vos parents se sont séparés lorsque vous aviez 12 ans. Ouais. Vous avez 3 sœurs au-dessus de vous. C'est ça, oui. Un demi-frère et une demi-sœur après. Oui. Et vos parents sont vite partis, l'un et l'autre, chacun de leur côté. Votre mère au Honduras et votre père ensuite en Haïti, où il vous a amené vers l'âge de 14 ans, en vous achetant un studio. J'ai entendu des interviews de vous. et donc, et même en vous faisant passer le permis de conduire, avec une autonomie, effectivement, qui n'était peut-être pas... qui était trop grande pour votre âge. Oui. En fait, je corrige juste un truc, c'est que quand mes parents se sont séparés, ils sont partis en même temps de la maison, ce qui est quand même un cas très rare. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la maison en même temps et ils nous ont laissés à des amis qui se sont chargés de s'occuper de nous pendant 1 an. Mais mes parents n'étaient plus là, pour vous dire comment ils étaient particuliers. Hein. Ce qui est très angoissant pour un enfant. Hyper angoissant, ça je vous confirme. Hyper angoissant. Hyper angoissant, parce qu'en plus, ils partent sans nous donner d'explication. Et il n'y a même pas une réunion de famille où ils vont nous dire, bon voilà, on se sépare, et puis on va vivre chacun une expérience de notre côté. Non, en tout cas moi j'ai pas eu cette explication. Ce qui fait que ma mère part au Honduras vivre une expérience théâtrale sur les côtes du Honduras avec une population locale. Mon père, lui, effectivement, part en poste en Haïti et j'irai le rejoindre quelques mois vers 14 ans, 2 ans plus tard. Mais je ne suis pas parti avec lui immédiatement. Et effectivement, quand j'arrive en Haïti, lui, il m'avait, plutôt que de m'accueillir chez lui, il m'a pris un studio, il m'apprend à conduire à 14 ans et il veut absolument que je sois totalement autonome pour pas que je sois trop, je dirais, sur lui, quoi. Parce que lui, il est totalement angoissé à l'idée d'être aussi, tout d'un coup, se retrouver avec un gamin de 14 ans du jour au lendemain et devoir s'en occuper. Et donc, il me rend le plus autonome possible pour que je vive ma vie. Sauf que moi, c'est un peu tôt pour moi.
Et surtout, je suis beaucoup trop isolé dans une petite ville d'Haïti qui s'appelle Jacmel. Et en fait, très vite, j'intègre le lycée français de Port-au-Prince parce que j'étais trop isolé. Et à ce moment-là, le pays, c'était en fin 85, début 86, la chute de Duvalier, et le pays est complètement en révolution. Et je me retrouve, moi, à 14-15 ans, au milieu d'une révolution. Et mon père, à ce moment-là, me dit, bon, là, il va falloir que tu rentres en France. Et je reprends l'avion. Et en très peu de temps, ça a été un moment charnière de ma vie, où j'ai à la fois vécu une révolution personnelle et une révolution civile. Et ça a été très, très important, ce moment charnière dans ma vie. Vous êtes donc hyper résilient. Oui. Aussi. Et hypersensible. Vous savez que les mystiques et les spirituels sont des hypersensibles. Ah, j'en suis persuadé. Et non simplement. Et c'est votre cas. Et oui, c'est mon cas. Et il n'y a pas que les mystiques qui sont hypersensibles. Il y a aussi les grands scientifiques, Albert Einstein, Oppenheimer, mais aussi les grands les Mozart, les Van Gogh. Enfin, l'hypersensibilité, on la retrouve partout. J'en suis persuadé. Ouais. Je pense que le Dalai Lama est un grand hypersensible, par exemple. Tout cela nous mène au troisième mot que je vous propose, cher Maurice, c'est le mot spiritualité. Oui, spiritualité, oui. Chez moi, je l'ai longtemps rejeté. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'en avais peur. Je pense, j'en suis certain que j'en avais peur. Je suis quelqu'un, en fait, de profondément spirituel. J'ai été baptisé catholique parce que mes parents étaient croyants. Mais j'ai pas suivi le cursus de la communion. J'allais assez peu à l'église. En revanche, il y avait toujours cette part de moi qui était attirée par l'ailleurs, quoi. Et puis en fait, c'est mon expérience personnelle au travers de ce que j'ai vécu dans ma vie qui m'a amené petit à petit à accepter cette spiritualité. Et aujourd'hui, oui, je suis quelqu'un qui croit. Je crois en l'ailleurs, je crois en plein de choses. J'ai ma propre religion, je respecte totalement les autres religions. Je respecte les gens qui croient, je pense que c'est très très important de croire. Et donc oui, j'ai ma propre croyance qui se traduit par des formes de prières au quotidien, mais des prières très simples, hein, juste des vœux qui sont émis dans l'univers où j'aimerais qu'il y ait des choses qui puissent se réaliser. Et surtout, j'ai constaté qu'à partir du moment où oui, on envoyait ces messages à l'univers, souvent j'avais des réponses. Quel type de message ? Des retours, c'est-à-dire que ça peut se traduire sous forme de... Ça va vous paraître un peu perché, hein, ce que je vais vous dire, mais parfois j'ai des messages à l'arrière d'un camion. C'est-à-dire que moi je me promène beaucoup en scooter dans Paris, et tout d'un coup, boum, il va y avoir, je ne sais pas moi, un slogan publicitaire à l'arrière d'un camion qui va répondre à une question ou à une demande que j'ai pu faire quelque temps avant. Ça peut être, je ne sais pas, si par exemple j'ai pu lancer comme... C'est marrant. Tout à l'heure, vous aviez un chat dans la gorge. Et bien là, j'ai un chat dans la gorge. Comme si il y avait des petits... Ben voilà, là, ça c'est un message, par exemple. C'est-à-dire que j'ai constaté parfois que quand je parlais de choses un peu étranges, un peu bizarres, boum, j'avais des chats dans la gorge. Et bien là, ça m'arrive à l'instant. Donc voilà, ça c'est un message, par exemple. C'est que je touche à quelque chose qui est de l'irrationnel, et on me fait un petit coucou, là. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Oui, je pense. Jung en avait parlé. C'est l'un des premiers psychanalystes à l'avoir évoqué, cette synchronicité. Hein, tout à fait. Avec oui. le scarabée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous qui avez fréquenté les divans. Bien sûr. Et non, Jung, j'ai lu
Et je préfère bien plus Jung à Freud, qui est pour moi beaucoup plus concret. Pourtant, c'est une psychanalyse freudienne, je crois, que vous avez suivie. Oui, tout à fait. Oui, je me suis retrouvé avec une psy freudienne pendant 3 ou 4 ans. C'était passionnant. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que il fallait que je fasse un travail sur moi-même sous une autre forme. Et que voilà, j'avais expérimenté la psychanalyse et que maintenant, il fallait que j'essaye d'autres choses. Donc j'ai essayé l'hypnose, par exemple, qui m'a beaucoup aidé. La sophrologie, bref, j'ai essayé le MDR, le EFT. Enfin bon, bref, ça, ce sont plein de techniques différentes pour pouvoir voilà, apprendre à mieux se connaître. Ouais. Et surtout à se débarrasser de certains schémas qu'on reproduit. Et voilà, comment se débarrasser de ces choses qu'on instinctivement on va refaire. Donc voilà, ça c'est tout le travail que j'ai fait par la suite. Travail qui a abouti. Oui. Oui, ça a abouti. Et très précisément, je peux même vous donner une date, c'est marrant, hein, mais le 14 juillet 2014, alors pour ceux qui aiment les chiffres, il y a sûrement une correspondance. Je ne l'ai pas analysée, cette correspondance, mais oui, là, il y a eu une sorte d'épiphanie pour moi, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous chez une tatoueuse. Je voulais absolument me faire tatouer. Ça faisait partie des 5 vœux que j'avais. C'est ce que vous avez au poignet ? Oui, effectivement, j'ai ce tatouage qui est un cœur sacré, voilà, qui est une représentation, alors vaudou. Est-ce que vous pouvez le tourner ? Voilà, alors je sais pas. Attendez, oui, la caméra. Ah, c'est la représentation vaudou de la déesse de l'amour, qui s'appelle Erzulie Frida. Parce qu'il faut savoir que dans la religion vaudou, il y a les dieux vaudous ont une correspondance avec les dieux catholiques. Et c'est aussi, donc, évidemment, en correspondance avec la Vierge Marie et le cœur sacré. Et donc, j'avais rendez-vous pour me faire ce tatouage qui est un symbole d'amour. Et la tatoueuse me dit qu'elle va avoir du retard. Donc, bon, j'ai 2 heures à perdre chez moi. Et on m'avait offert un livre qui traînait sur la table du salon, qui était Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Je ne savais pas trop ce que c'était que ce livre. Et puis je commence à le lire. Et en fait, ce livre ne parle que de l'importance de s'ancrer dans le présent. C'est-à-dire que le passé n'existe plus, ça ne sert à rien de le regretter. Et le futur n'existe pas parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et ça ne sert à rien de le préméditer et de s'angoisser. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est d'être dans le présent. Et moi, qui était en permanence dans la culpabilité ou dans l'angoisse, ça a été un coup de tonnerre. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que moi je fonctionne que dans le passé ou dans le futur, pas du tout dans le présent. À partir de ce moment-là, je me suis obligé à fonctionner dans l'instant. Et ce tatouage, en fait, a représenté l'instant présent pour moi, c'est-à-dire vraiment d'être là et de ne pas préméditer, alors que l'hypersensible que j'étais préméditait sans arrêt. Là, je me suis dit non, tu vas arrêter de préméditer. Et quelques temps plus tard, ma sœur se mariait dans le sud de la France et je décide d'aller à ce mariage dans cet état d'esprit. Et je vis ce mariage de façon très différente, de façon très joyeuse, alors que j'étais plutôt dans une période sombre de ma vie. Et de façon concomitante, il y avait une cascade près de l'hôtel où j'étais, et je décide un matin d'aller voir cette cascade, et elle est tellement incroyable que je décide de m'y baigner, quoi. Et voilà, j'enlève mon pantalon, je suis en caleçon, et juste en caleçon, et je me mets sous cette trompe d'eau extrêmement froide, parce que c'était de l'eau des montagnes. Et là, je suis lavé, quoi, littéralement lavé, et c'est une deuxième naissance pour moi. Et donc, voilà, c'est très clairement ce 14 juillet 2014 qui a été ma seconde naissance. J'étais né la première fois le 23 mai 69, et j'ai eu une deuxième naissance le 14 juillet 2014. Un nouveau baptême. Un nouveau baptême, exactement. Purification. Baptême. Incroyable. 4e et dernier mot, cher Maurice. Ça tombe bien, un baptême. Un passage aussi ?
Passage, bien sûr. Passage. Alors, dans Passage, pour moi, alors Passage, c'est marrant parce qu'il y a deux choses qui viennent à mon esprit. J'ai vécu dans un passage qui était un passage couvert. Vous savez, les passages couverts parisiens, comme la Galerie Vivienne. Et ben moi, je vivais dans le passage Choiseul. Je sortais d'une période très sombre de ma vie. Et le premier appartement que j'ai trouvé était dans un passage couvert. Et donc, je me suis dit, symboliquement, c'est génial. Je vis dans un passage. Et puis, la deuxième évocation qui me vient à l'esprit, c'est la mort. C'est-à-dire que je craignais que la mort soit une fin quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je suis persuadé que c'est un passage. C'est un passage vers autre chose. Alors, j'ai aucune idée, même si j'ai quelques petits indices. Mais je pense que c'est un passage vers un ailleurs où tout d'un coup, on est dans une connaissance universelle et on atteint un degré de conscience absolue. Et qu'en fait, moi, la propre théorie que je me suis faite, c'est que, en fait, on vient faire sur Terre, on vient vivre une expérience et qui nous permet d'avoir une conscience qui va s'affiner au fur et à mesure de ces expériences. Donc on vient faire régulièrement des passages sur Terre pour affiner cette conscience. Et donc voilà, moi j'ai une vraie conviction que l'âme demeure et que c'est la raison pour laquelle j'ai pas peur de mourir. Et que je me dis que voilà, au contraire, je pense que le jour où je vais passer, je vais connaître quelque chose d'absolument fou, quoi. Et j'ai eu des témoignages directs de gens qui sont venus avec des souvenirs incroyables où ils sont restés à la porte. Hein. Et rien qu'en découvrant la porte, leur vie par la suite a été modifiée. Donc voilà, le passage est quelque chose qui ne m'effraie pas, non. Ça ne veut pas dire que je le souhaite, hein, je vais profiter de ma vie au maximum, mais... au jour le jour. Au jour le jour, exactement. Vous disiez qu'il y avait des allers-retours de l'âme, non ? Vous n'avez pas parlé d'aller-retour ? Des allers, à quel niveau précisez-moi, c'est ce que vous entendez par aller-retour? Vous pensez que l'âme va ensuite, une fois qu'on est mort, aller vers un nouveau niveau de conscience, oui, le c'est-à-dire paradis, qu'en fait, non, j'avais cru comprendre qu'il y avait des retours. Oui, c'est-à-dire que je pensais que vous pensiez à la réincarnation, tout simplement. Oui, alors oui, tout à fait. C'est quand je parlais d'expériences qu'on venait revivre sur Terre, c'est un peu ces allers-retours-là, c'est-à-dire que on se réincarne dans une autre vie, un nouveau corps, pour vivre une expérience nouvelle. Donc vous pensez à la réincarnation? Oui, je pense que oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'envisage absolument. Ce qui n'est effectivement pas du tout dans la religion catholique. Non, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais bon, on peut dire que la résurrection est une forme de réincarnation. Après, je vais peut-être énerver certaines personnes, mais une transcendance. Mais en tout cas, j'ai toujours pensé qu'il y a énormément de corrélations entre les trois grandes religions et que en fait, même les populations indiennes, amérindiennes, il y a toujours des grands parallèles dans ces croyances-là. Et donc, je me dis, en fait, quel que soit le nom de la religion, je pense qu'on parle tous de la même chose, quoi, quelque part. Donc, voilà, oui, mais certes, les bouddhistes appellent ça la réincarnation, d'autres appellent ça différemment. Moi, je suis pour l'universalité des religions, voilà. Passage. De plus en plus sage, Maurice Barthélémy. De plus en plus sage pour quelqu'un qui n'était pas sage du tout. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais pour le coup absolument pas sage à l'école. J'étais un enfant assez turbulent. J'étais un gamin, même hors de l'école, qui était très actif, hyper actif.
Mais parce qu'en fait, tout m'intéressait, tout me faisait rire, j'imitais les gens, je racontais des blagues. Même la nuit, j'étais pas sage, hein, j'étais somnambule, donc même mes nuits étaient, étaient compliquées. Et effectivement, je suis passé de quelqu'un de à l'époque des Robins des Bois, j'étais pas sage du tout, évidemment. Et puis je suis passé de ce stade de passage au stade d'un peu plus sage. Mais j'ai pas totalement acquis une totale sagesse, hein. Je suis encore quelqu'un de très, très agité, ouais. Et très, parfois, anxieux, ouais. Ça arrive encore beaucoup? Beaucoup, de temps en temps, ouais. De moins en moins. Ouais, moins en moins, parce que j'essaye de moins me mettre dans des situations de stress. Ça, c'est grâce au fait que j'ai découvert mon hypersensibilité, donc je sais qu'il y a vraiment des choses qui me stressent, et donc je vais les éviter. C'est-à-dire que je ne vais pas... si par exemple pour venir à votre studio, on m'avait proposé de venir en taxi, j'aurais dit non, parce que le taxi, je sais que je vais rester bloqué dans les embouteillages. Ça va m'angoisser. Je vais me dire, je vais arriver en retard, je ne vais pas maîtriser du tout mon arrivée à ce studio. Alors qu'en venant par mes propres moyens, je sais que je vais prévoir une marge de sécurité. Vous contrôlez. Oui, et en vous fait... lâchez pas prise. Ouais, mais ça me permet juste de baisser mon niveau de stress et d'être là à l'heure. Et donc, Pour voilà. notre plus grand bonheur, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin de contrôler qui est permanent. Ouais, ça, vous avez raison. Ouais. Il faut peut-être lâcher, c'est la deuxième étape, la dernière, pour aller vers le passage. C'est ça, oui, lâcher prise, oui, d'ailleurs. Lâcher prise. Le passage est le plus grand des lâcher prises, hein, c'est-à-dire que le oui. moment où Là, on n'a pas le choix. on accepte de partir, il faut totalement lâcher prise. Il faut lâcher. Ouais, c'est sûr. Allez, je reviens vous rejoindre pour la conclusion. À tout de suite, Maurice. À tout de suite. Maurice Barthélémy, je suis de retour en face de vous pour cette dernière partie de Lumière intérieure sur KTO. Et j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience, c'est le cas de le dire. Ouais, de ce qu'on a vécu. Ouais. J'ai été très troublé par ce qui m'est arrivé sur ce chat dans la gorge qui est arrivé au moment où je cherchais les messages que je pouvais recevoir. Alors là, ça m'a vraiment très surpris parce que ça a été une pointe qui est arrivée et qui a disparu aussi sec. Donc vraiment, j'en suis encore là, je suis en train de me poser des questions de qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a pu arriver ? C'est peut-être un petit signe des gens qui m'entourent, qui m'ont dit, tiens, voilà un petit signe, par exemple. Donc, non, c'était extrêmement surprenant. Ouais. Vous sentez que vous êtes entouré ? Oui. Par vos parents qui ne sont plus là ? Oui, j'ai toujours... je leur parle, hein, très, très souvent. Hein, je leur dis... voilà, je parle plus facilement à ma mère qu'à mon père. La communication continue comme avant. Comment ? Mais non, mais je pense à eux. Je sens parfois leur présence bienveillante. Après, j'ai pas de signe particulier, mais non, je vis toujours avec les gens qui sont partis. Ouais. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a davantage marqué, touché, parmi les 4 proposés ? Passage, j'ai adoré Passage, parce que ça évoquait à la fois des choses que j'ai pu vivre. J'aime bien le principe des jeux de mots aussi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et puis ça parle aussi du passage le plus important. Donc j'ai aimé. On reconnaît l'univers un peu psy, Passage, lacanien. Aussi dans votre livre, avec le on, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Il ne faut pas dire on, il faut dire je. Oui, c'est ça. Parler pour soi. Ouais. Et il y a un secret aussi qui est dévoilé dans ce livre de Maurice Barthélémy, l'expérience, à lire chez Plomb. Ça se lit effectivement le temps d'une séance de cinéma. C'est ça. 90 minutes. C'est super. Vraiment, on est emporté par le questionnement. C'est votre propre questionnement, mais on peut se l'appliquer à tous, à tout un chacun. Tout le monde se pose ces questions-là. Petit roman d'initiation. Écoutez, je l'ai écrit en tout cas tel qu'il m'est venu, sans avoir, je dirais, la prétention de me dire que ça allait être initiatique. Mais si ça peut parler à 2-3 personnes qui se sentent un peu coincées dans leur vie et qui se disent, tiens, finalement la solution est en moi, et si ce livre peut débloquer quelques questionnements, je serais ravi.
donner quelques clés, Ouais. toutes simples, mais parfois c'est compliqué de trouver la simplicité. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le problème, c'est de comment prendre du recul avec soi-même, quoi. Et là, c'est l'écran qui lui procure ce recul. Mais je pense qu'on peut trouver du recul partout. L'écran, le miroir, on en revient toujours. Ça peut être un ami, ça peut être une rencontre fortuite, ça peut être une rencontre avec la nature, mais je pense qu'il y a mille et une façons de s'interroger soi-même et de se poser les questions que Léo va devoir répondre. Léo, alias Maurice, un peu. Vous parlez de la nature, on n'a vraiment pas le temps parce que c'est la fin de l'émission, mais j'ai entendu que vous aviez eu une expérience, encore une, très intéressante, intense, avec des singes, avec des chimpanzés. Des chimpanzés, ouais. Je suis parti en République démocratique du Congo, rencontrer Amandine Renaud, qui est une primatologue française là-bas, et qui s'occupe de chimpanzés, et j'ai eu un choc absolu en les rencontrant, et en voyant à quel point mon téléphone sonne, et en voyant à quel point c'est une espèce qu'il faut protéger, qui est en danger. Et surtout, j'ai vu concrètement ce que c'était que la déforestation et comment est-ce que la forêt était en danger à cause de la culture intensive. Et donc, non, ça a été une grande expérience. Ouais. Et une conscience qu'il faut protéger tout le vivant, tous les êtres vivants. Ouais, et partout, surtout. Et partout. Ça me fait penser à Saint-François d'Assise. Forcément, sur KTO. Ben oui, bien sûr. Merci infiniment, Merci, Maurice Barthélémy. Je le rappelle, l'expérience chez Plomb. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez voir le replay de cette émission, comme d'habitude, sur ktotv.com. Très bonne semaine.